Première table ronde au Multicam Space avec MediaQuest. On a des invités professionnels, je vous garantis qu'ils sont pros, plus que moi, vous allez voir. Didier Fraisse, bonsoir. Bonsoir. Nous avons, alors je ne vais pas dire de bêtises, Laurent Boyau. Bonsoir. Nous avons Vincent Bruno. Bonsoir. Et Julien Darras. Alors, je vais, au lieu de faire une bêtise en présentation, on va passer directement par vous-même. Didier Fraisse, en résumé, Tagada Productions, ton métier c'est réalisateur, mais pas que. Alors, c'est une sacrée question. Oui, moi j'ai une double casquette, je suis réalisateur et producteur, mais mon métier principal c'est la réalisation. Alors c'est vrai que j'ai une particularité, c'est que je m'intéresse aux nouvelles technologies et je fais partie des gens qui ont osé utiliser ces nouvelles technos. Pour faire suivre, parce qu'il y a un ordre, hein, les gars. 1, 2, 3, 4, on va expliquer tout, hein, on débute comme ça. Didier, Laurent. je sais, mais Didier nous parle de réalisation. Pour des réalisateurs, il faut de la technologie, il faut de l'intégration, il faut du matériel. PRG, c'est tout ça. C'est ça, nous, PRG, on arrive du monde du live, du concert, des cérémonies sportives, etc. Donc on est fournisseur et prestataire audiovisuel. Et puis on s'est intéressé en fait à toutes les nouvelles technologies qui permettent d'arriver au XR Studio, etc. Et donc on est arrivé ici grâce au studio qu'on a monté pendant le Covid pour essayer de se réinventer par rapport au fait que le live ne tournait plus du tout. Et c'est ce qui nous a permis d'arriver sur différents cas de figure et qui m'amène ici, quoi. Voilà. Alors je crois que tu n'es pas venu tout seul, on a aussi Philippe Niola en liaison. Parfaitement. Parce que là du coup c'est ADTV qui nous parlera tout à l'heure de l'intégration des éléments virtuels. C'est ça, on s'est associé à ADTV pour répondre à l'appel d'offres de TF1 pour les élections et qui nous a permis pour nous de fournir la chaîne on dit, technique, équipement technologique et AD toute la partie habillage, réalité augmentée, etc. Ouais. Julien, indépendant, ton métier, toi, justement, c'est création d'éléments ou d'intégration, d'aider à intégrer les éléments virtuels? Voilà, en fait, j'ai plusieurs casquettes. Je suis opérateur, principalement sur Zero Density ou Pixotop. Et à côté de ça, je fais beaucoup de conseils, en fait, des audits d'entreprise, des conseils pour installer des décors virtuels, de la réalité augmentée, de l'extended set, tous ces éléments graphiques et aider des entreprises soit à se lancer, soit à rebondir et à partir dans les productions virtuelles en fait. Et Vincent, SparkUp, là du coup c'est l'interaction publique. Alors, SparkUp, c'est une plateforme d'interactivité en temps réel, d'engagement, avec du streaming, de l'interactivité et du public virtuel. Donc vous êtes tous là pour parler, alors je ne sais pas si on a Vincent, non Vincent c'est fait, Philippe en ligne pour faire un petit coucou, je ne suis pas sûr. Si jamais on l'a, il ne faut pas hésiter à nous faire un coucou avec Philippe. Didier, on va commencer avec toi. L'avenir, on nous disait ça il y a quelques années, l'avenir de la télévision, ça sera autre chose, c'est pas qu'une caméra qui filme une personne. Tu baignes dans l'avenir depuis le début. La XR, la RA, la IA, tous ces mots VR et autres qu'on résume aujourd'hui par le digital, c'est une réalité. Ah oui, c'est une réalité qu'on peut absolument pas nier, puisque, en tout cas, le monde dans lequel on vit fonctionne avec des 1 et des 0. Donc, après, ce qu'il faut, c'est essayer de s'adapter, et notamment, c'est la problématique du linéaire. Le linéaire a comme première problématique, c'est que le modèle économique a changé, donc on n'est plus du tout sur les mêmes budgets, donc il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce modèle économique ayant changé, les solutions qui sont trouvées sont des solutions qui sont, qui sont des solutions passéistes, parce que du coup, il n'y a pas d'argent, c'est ce qui revient très souvent, donc on ne fait pas et donc on ne pense pas, on ne crée pas. Or, aujourd'hui, les nouvelles technologies vont permettre de penser la production autrement et surtout de ramener de la créativité dans tous les produits qu'on fait. Alors, un réalisateur, on dit toujours que sa seule limite, c'est l'imagination. Aujourd'hui, la limite de ce que vous faites, c'est quand même un peu l'argent ou le temps ou la technologie? Ou c'est un mix des trois? Je pense qu'on peut pas du tout appréhender les choses comme ça. C'est-à-dire que si je prends comme exemple les Jeux Olympiques Tokyo et Pékin que j'ai pilotés Pour France Télévisions. France Télévisions, au départ, on se dit, bon, quelle idée on peut trouver pour être novateur puisqu'on doit porter ces Jeux au sein du groupe.
à partir de là, on sait qu'il existe des technologies qui vont nous aider. Là, je viens de... Ah, est-ce que c'est bon? Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. On avance, c'est comme ça, au moins on sait qu'il est là, c'est l'avantage. On reprend la bulle. C'était d'innover techniquement et... D'innover techniquement et pour offrir aux téléspectateurs du groupe France Télévisions un produit prestigieux, puisque France Télévisions se doit de satisfaire son téléspectateur. Et nous, notre job, c'est d'upgrader en permanence. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les Jeux Olympiques, je prends cet exemple, hein, mais il y a plein d'autres exemples. Les Jeux Olympiques, c'est pour un groupe comme France Télévisions, c'est énormément de monde à déplacer, c'est des coûts de production qui sont excessivement chers. France Télévisions est obligée de les assumer puisque c'est la loi. Si aucune chaîne privée en clair ne diffuse les Jeux Olympiques, le service public doit le faire. Donc à partir de là, il faut trouver des solutions. Donc ces solutions, elles passent par l'utilisation de la fibre optique. Donc pour transporter l'information, pour donner l'information plus vite aux téléspectateurs, parce qu'aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a à peu près 10 secondes de délai via le satellite. Donc si on est sur un sprint en athlétisme avec un coureur qui fait le 100 mètres en moins de 10 secondes, on a un réel problème puisque le téléphone va avoir 10 fois balancé une alerte, il a gagné, alors que moi, devant ma télé, il n'est pas encore parti. Donc déjà, on oublie le satellite. C'est quelque chose qui est complètement dépassé. La fibre va permettre de transporter encore plus d'informations. Nous, ce qu'on a fait sur les Jeux Olympiques de Tokyo ou de Pékin, on transportait l'image qui nous était, de notre plateau qui était sur place, on la ramenait à Paris et on intégrait notre décor en temps réel à Paris. Et plateau fond vert. Plateau fond vert. Donc, l'intérêt, petite surface. À Pékin, on avait un plateau qui faisait 60 mètres carrés. On peut être au plus proche des sportifs, puisque c'est quand même le but. Les journalistes qui sont sur place doivent interviewer les sportifs. Les sportifs ont un process obligatoire à respecter, c'est-à-dire qu'ils doivent passer au Club France, où sont les sponsors, etc. Les Clubs France ne sont pas forcément des endroits où il y a un plateau de télévision. Donc là, l'intérêt, c'est que dans une petite surface de 60 mètres carrés, nous, on a tendu de la toile verte et on a peint le sol. Et on a pu faire un plateau digne de ce nom et on a pu recevoir les invités. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour ce plateau? La hauteur de plafond? Pas forcément, on trouve toujours des solutions parce que quand on parle de technologie, on évolue, la technologie évolue et on peut toujours trouver des solutions. Ce qui est intéressant, moi, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est de se dire sur des jeux comme par exemple Tokyo ou Pékin, on peut être créatif. Et aujourd'hui, c'est l'intérêt de ces nouvelles technologies. C'est mon regard de réalisateur, hein, mais c'est de pouvoir ramener de la créativité. On peut tout imaginer. Et en plus, on peut répondre au modèle économique du jour. C'est ce qui est intéressant. Laurent, la demande des médias, donc là pour vous c'est TF1 et LCI, oui. C'est quoi le premier jeu? C'est d'être innovateur ou d'être performant pour le spectateur? Oui, en fait, nous, le but qu'on avait dans cette histoire, c'est d'essayer de décliner notre expertise en technologie LED, cette fois-ci, un petit peu pour compléter ce que disait Didier par rapport au fond vert, pour permettre d'immerger les gens, que ce soit dans un plateau broadcast ou dans une scène virtuelle en XR, etc. Pour le cinéma, je prends l'exemple du cinéma pour lequel la XR fonctionne très bien. Et donc on a essayé d'amener cette expertise des écrans LED avec toute la chaîne qui va avec. Donc c'est évidemment le pitch, la qualité du processing, la qualité des LED, la qualité du LED floor, en l'occurrence quand il y a un LED floor, du processing et de toute la chaîne qui mène finalement à filmer ce qui va se passer sur le plateau. C'est ça qu'on a essayé d'amener un petit peu, nous, PRG, dans l'univers et du broadcast ou d'autres marchés aussi. Pour le fond vert, on sait que la notion d'éclairage est très importante. Là, pour le LED, c'est nous, ce serait plutôt... en fait, tout le monde connaît ce que c'est que le moirage et donc c'est souvent des façons de régler et les caméras par rapport à notre façon de régler le mur LED, les distances entre les orateurs et le mur LED, etc. C'est toutes ces choses-là qui sont assez sensibles. Entre l'AC ou progressif, le broadcast bosse différemment de nous, on va dire en live. Et donc c'est tout ça qu'il faut réussir à marier pour avoir une image de qualité, quoi. Le plus dur pour TF1 et LCI dans le projet que vous avez eu à faire, c'était quoi?
Le plus dur, ce qui nous a permis de réussir, c'est de faire beaucoup de tests. Donc on a invité TF1 avec leur caméra à venir dans nos studios de virtual production pour être sûr que tout allait fonctionner, mesurer les distances, etc. Et ça, on tenait vraiment à le faire pour s'engager. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de savoir le résultat avant d'avoir essayé. Donc il faut essayer des optiques, choisir les caméras, choisir beaucoup de choses avant de commencer à être sûr que ça va bien fonctionner. Alors résultat, on a des images pendant c'était pour les présidentielles, TF1 LCI. Là, c'est un boulot qui demande quoi? Une cohésion d'équipe, je parle technologique, où on peut y aller et puis voilà, on branche une machine et ça marche. Là, le vrai challenge de l'appel d'offres TF1 et ce qu'on a réussi à faire en partenariat avec AD et avec Philippe qui s'exprimera plus tard, c'était de réussir à synchroniser les effets virtuels des bandeaux de réalité augmentée et des flux vidéo qui arrivent dans ces choses avec les écrans qui étaient eux réels. Et donc il y a tout un tas de calages à faire entre les frames, les retards, etc. Puisqu'en fait ça ne fonctionne pas au départ. Il y a différentes machines qui gèrent différents flux et qui prennent différentes frames de retard. Et donc c'était vraiment ça le challenge. Quand vous voyez les glissements d'images entre le bandeau qui est de la réalité augmentée et notre écran en fond d'orateur qui était lui un écran réel, il faut absolument que ce soit synchronisé, qu'on voit un effet de glissement, etc. Voilà. C'était vraiment ça le challenge de l'appel d'offres, on va dire. Donc là, du coup, on fait appel aux équipes de Philippe Nuola pour ADTV. Voilà. Philippe, du coup, on vous a entendu arriver, donc vous n'êtes pas très loin. Alors, est-ce que vous m'entendez encore? Oui, nous, on vous entend. Philippe, le challenge dont parle Laurent, pour vous, il est de quel niveau? Clairement, je rejoins Laurent sur le côté problème de synchronisation. Alors nous, on a utilisé une technologie qui est Zero Density pour faire du virtuel et de la RA surtout dans ce cadre-là. Effectivement, après, il y avait des éléments de jonction entre le virtuel et le mur LED. Et la synchronicité était très compliquée à régler en fait entre les passages d'un écran à un autre. Passer de la RA au mur curve et ensuite au sol, c'était la plus grosse des difficultés. Et on a bénéficié de cette possibilité avec PRG de pouvoir faire des tests en amont et de présenter la solution à nos amis de chez TF1. Et ça nous a permis de nous caler et de valider la solution technique. Après, il a fallu refaire la synchronisation sur place, mais on avait déjà validé une solution qui était opérationnelle à 100%. Ça impose quel type de technologie? Des grosses machines, des gros PC? On parle aujourd'hui de l'univers XR qui vient du gaming pour beaucoup. On prend une machine de gaming et puis on peut se lancer? Alors, pas du tout. Il faut savoir que ce sont des technologies qui nécessitent énormément de ressources, de la même manière que PRG utilise des médias serveurs de chez These Guys. Ce sont des workstations qui sont aujourd'hui avec des très grosses cartes graphiques, avec des cartes d'entrée vidéo assez performantes. Et on ne peut pas se lancer sur un PC gamer avec ce type de configuration. On a besoin c'est une technologie qui fonctionne vraiment en temps réel. On a au maximum un décalage de 6 frames dans la génération de contenu virtuel, ce qui veut dire qu'il faut une puissance de machine qui est extrêmement conséquente. Vous dites que là, pour l'avenir, on peut faire encore mieux? Ce sera juste la technologie, les machines qui vont évoluer? Alors, ces technologies sont basées sur, quelle que soit la technologie, enfin la plupart des technologies en tout cas sont basées sur des moteurs Unreal, qui sont des moteurs de jeu qui ont des possibilités de rendu en temps réel. Il faut savoir que ce moteur-là évolue sans arrêt. On devrait avoir la sortie de la version 5 prochainement qui devra apporter énormément de nouveautés en termes de qualité de rendu, en termes de qualité d'affichage photoréaliste. Après, effectivement, il y a la limitation au niveau des machines. Ça, on suit la technologie, les éditeurs de software évoluent fonction de l'évolution du moteur de rendu. La limitation aujourd'hui, elle est plus dans la créativité, de la manière d'utiliser. Aujourd'hui, on a déjà cette possibilité de faire des choses extrêmement réalistes au travers de la RA, du virtuel. Maintenant, c'est dans la manière de l'exploiter et de tenir compte des contraintes liées au virtuel. Alors, merci pour la perche tendue sur Unreal. Julien, toi, Unreal, Finger in the Noise? Oui et non, parce qu'en fait, Unreal, c'est presque plusieurs logiciels dans un logiciel. Et moi, je me suis attaché beaucoup à la partie
vidéo d'Unreal, le timecode, la synchronisation, les entrées vidéo, le media bundle et tout ça. Mais il y a aussi tout ce qui est système de particules que tu dois connaître. Et le logiciel évolue tellement vite que c'est difficile vraiment de pouvoir rester même au goût du jour, en fait. Il a pris la place de tous les autres, là, en ce moment? Il s'est largement imposé, ouais. Ouais. C'est vrai qu'on entend moins parler de Unity. Il a remplacé des machines, des anciens moteurs comme le moteur David, Avid Technologies. Ou alors, ces moteurs, maintenant, implémentent Unreal. C'est le cas de Visarte, c'est le cas de David. Donc, mais là, on parle beaucoup de technique. Le gros problème, en effet, c'est d'arriver à avoir des personnes qui manient le logiciel et qui arrivent à couvrir différentes facettes du logiciel, la partie vidéo, la partie animation, la cinématique, les particules, la lumière, le rendu. Et c'est vrai qu'on peut aller très loin, on peut aller dans le photoréalisme avec Unreal, mais il faut le maîtriser. On a vu que le Covid avait accéléré pour tout le monde, hein, tous les secteurs du broadcast, de l'événementiel et autres a été freiné d'un coup. Tout le monde a dû se dire, bon ok, il faut qu'on trouve des solutions. Toi, ça t'a permis de changer ta vision de ce que tu faisais déjà, ou ça n'a fait que dire oui, je suis sur la bonne voie? En fait, ça m'a un petit peu aidé parce qu'il y a énormément de boîtes maintenant qui se mettent à faire soit du fond vert, soit de la XR, et beaucoup de chaînes de télé qui remplacent leur plateau traditionnel par du fond vert ou toujours de la XR, quoi. Donc c'est vrai que l'un des travaux sur lesquels tu as participé, c'était la présentation des maillots sur l'équipe de... Tu me reprends si je me trompe, hein, oui, oui. L'équipe de France de rugby. C'est ça, ouais, pour les 6 nations. Donc les matchs qui étaient joués au Stade de France, on faisait la composition des équipes sur le terrain en réalité augmentée. Ouais. Donc là, c'était l'objectif, c'était la Spider Cam, c'est ça, la Cable Cam qui traverse le terrain. Ouais. Et en fait, il y avait un travelling et on passait au milieu des maillots. Voilà, on récupère les data de tracking du Cable Cam et on fait de l'ARA comme on ferait de l'ARA dans un studio, en fait. Il y a un côté, excusez-moi l'expression, excitant d'intégrer ces images-là en temps réel, ou c'est un job comme un autre? Ah non, c'est le peps du live, en fait. C'est toujours intéressant et il y a un certain stress à travailler sur une prod qui est en direct. Donc là, aujourd'hui, la complication, maintenant, c'est de trouver des gens qui savent maîtriser les outils. C'est un gros problème pour les entreprises, c'est de trouver des personnes justement qui ont un pied dans Unreal, qui quelque part est quand même à la base réservé aux jeux vidéo, et un autre pied dans le broadcast. Le broadcast, dans la vidéo, qui connaissent les problématiques de timecode, qui connaissent les problématiques de déformation optique par exemple. Et de trouver des personnes qui sont hybrides à ce niveau-là. Du coup, on a du mal à trouver des gens qui travaillent avec ces outils-là, mais est-ce que dans les médias, dans l'univers broadcast, Didier, je vais aussi me retourner vers toi, mais est-ce qu'on a des gens qui comprennent cette technologie, qui la maîtrisent? Oui, d'ailleurs, les chaînes de télé qui s'en sortent bien, c'est les chaînes de télé qui ont des personnalités qui justement impulsent les nouveautés, qui vont voir Didier. Alors je pense à France Télévisions parce que j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec eux et qui sont toujours en veille technologique et qui connaissent déjà le côté broadcast et en plus apportent le graphisme avec Unreal Engine. On trouve le personnel, Didier? Oui. Alors après, pour rebondir un peu sur tout ce qui s'est dit, le nerf de la guerre, c'est toujours le contenu et toujours la créativité. C'est-à-dire qu'après, on peut développer toutes les technologies de la Terre. Effectivement, si on n'a personne pour les utiliser ou si on ne sait pas quoi en faire parce qu'on n'a rien à raconter, ça ne sert à rien. Donc, c'est le nerf de la guerre. Après, en ce qui concerne la formation et la
possibilité qu'ont les diffuseurs d'avancer dans ces domaines-là, il y a un truc qui s'appelle la Covid qui a boosté tout le monde. Donc moi, j'ai travaillé avec Anthony Forestier, on a mis en place tous les programmes de remplacement de France Télévisions en période de confinement. Donc on travaillait avec AD, les équipes d'AD notamment, on travaillait sur Unreal et on a travaillé avec les graphistes de La Fabrique qui sont donc intégrés à France Télé. Et tout ça nous a boosté, donc on a fait La Maison Lumni, Jouons à la Maison, des émissions, voilà. Et maintenant, c'est pratiquement la norme à France Télé, à tel point qu'à France Télé, les plateaux ne sont pas en vert. Stade 2 est fait de la même façon. Enfin, maintenant, on a compris qu'il y avait l'outil, on a compris, en tout cas à France Télévisions, qu'il y avait les ressources en interne via La Fabrique. Et on a surtout compris qu'en termes économiques, on était gagnant, et en termes de créativité, on était gagnant. Alors après, tout ça, la création, ça reste, enfin l'aspect artistique, c'est toujours subjectif. Mais en tout cas, quoi qu'on en pense, on peut aller super loin et en plus, moi je me rappelle sur les programmes de remplacement pendant le confinement, avec Anthony Forestier qui réalise aussi le Tour de France, on s'était vraiment cassé la tête pour que, quelles que soient les émissions qu'on venait nous demander, parce que c'était devenu la norme, hein, France Télé, un coup, il fallait faire une émission de sport. Juste après, il fallait faire la dictée. Après, il fallait faire un jeu pour remplacer Plus belle la vie, etc. Donc, nous, on a trouvé un principe. Et on avait travaillé avec les gens d'AD, où on s'est arrangé pour que les caméras ne bougent jamais, toujours les mêmes axes. C'est-à-dire qu'on a pensé toutes nos émissions comme ça, ce qui fait que c'était super facile de changer un décor. Et à partir de là, on se rend compte de la puissance justement de ces technologies, puisque ça veut dire plus de décors à construire, plus de décors à monter, plus de décors à stocker, plus de décors à entretenir, plus de décors à déplacer, plus de grilles lumière impressionnants à mettre en place, puisque on peut se dire que tout ce qui est en haut est fake. C'est le principe d'ailleurs aux États-Unis. Hein. Quand aux États-Unis, les Américains pensent un game show, ils le pensent à 2,50 m de haut. Tout ce qu'il y a au-dessus n'existe pas. Et donc ça permet aussi de faire avancer les technologies, parce qu'on va se poser la question de comment faire toute l'animation lumière qui indique comment le jeu avance, comment le faire en virtuel. Donc on crée des séquences. Enfin, toute cette technologie apporte et permet d'avancer, et plus on l'utilise, de toute façon, plus elle va se développer, parce qu'elle correspond à une demande et à un besoin. Dans les demandes et les besoins, l'interaction avec le public, c'est comment maintenir le public captif. Alors là-dessus, c'est pareil, parce que ça a été une grande discussion à France Télé à une époque, quand on a mis en place les jeux en période de confinement, où on s'est dit, il faut des joueurs pour faire un jeu. Mince, on est en période de confinement, ouais, on va les faire en visio, on va les faire jouer en visio. Donc là, levée de bouclier, c'est pas broadcast. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est broadcast, qu'est-ce qui n'est pas broadcast? Est-ce que le plus important n'est pas ce que l'on diffuse, le contenu, l'histoire qu'on raconte, et où on le diffuse? Parce que c'est pareil, on en parlait tout à l'heure avec Julien, la 4K, etc. Moi, je suis désolé, mais faire de la 4K pour un programme que je vais regarder sur mon téléphone portable n'a aucun intérêt. On en revient toujours à la même chose. Hein. C'est quelle histoire on raconte, à qui on s'adresse. Basta. Ça peut être contre-productif de faire de la RA ou de la XR quand c'est mal fait et que ça se voit trop. Ça, c'est vrai. C'était comme le fond vert à un moment. Si c'est pas beau et qu'on a l'impression que les gens sont malades, oui. C'est pas forcément... Les incrustes de Jean-Christophe Averti, mais voilà, mais c'est comme ça qu'on avance aussi. Ah oui, j'ai pas dit qu'on n'avançait pas. Interaction publique, on a un spécialiste. Sparkle. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Nous, avant le présentiel, avant la Covid, on faisait de l'interactivité en présentiel. Donc, on avait des événements de 500, 1000, 2000 personnes. D'ailleurs, on était l'application, puisqu'on est basé à Tokyo aussi, qui devait faire toutes les salles de conférence au JO, qui a été annulée, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas eu de présentiel. Au Japon. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à partir du moment où tout le monde s'est retrouvé confiné, 70% de sa communication est non verbale. Donc en tant que participant, nous on fait du live, on est sur du temps réel. Notre problématique c'était, ok, j'ai 1000, 2000, 3000 personnes. Alors, on s'est retrouvé à faire des événements avec 50 000 personnes, ce qui était pour nous colossal, d'avoir, quand on a la télévision, on parle en millions de personnes, mais nous sur un événement, sur un live,
50, 60, 70 personnes qui font du temps réel et de l'interactivité en temps réel, pour nous, c'était des problématiques de montée en charge pour pouvoir faire participer ces gens-là. Et donc, on a commencé à se dire, OK, la problématique, c'est qu'il y a du stream, c'est ultra descendant, il n'y a rien d'engageant, il n'y a rien de participatif. Et donc, on a commencé à créer le public virtuel. Comment donner, finalement, recréer ce sentiment d'appartenance. Donc, on a travaillé avec des neuroscientifiques qui nous ont expliqué un peu comment le groupe fonctionne à distance, en présentiel, et comment activer sa caméra, donner cette sensation de me voir, en fait, qu'on peut le voir sur les images, là, ce qu'on a fait dans ce studio, là, il y a 15 jours, avec Multicam Space immersif. Comment donner ce sentiment d'appartenance, pouvoir partager ses émotions et pouvoir interagir à distance en temps réel et recréer de l'interactivité et de l'engagement. Donc là, ça utilise plusieurs technologies, il n'y a pas que Ouais. l'ARA. Alors, non, on fournit du streaming. Alors, il y a les technologies WebRTC aujourd'hui qui sont assez géniales. On ne va pas parler trop technique, mais ça permet vraiment d'avoir. Là, on a du streaming avec 2 secondes de latence, la latence très faible, ce qui permet d'avoir un public avec 2 secondes de latence entre la scène et le temps réel. Les émotions qu'on voit ici, qui ont été développées avec Multicam et Dreamcorp, c'est les émotions en 3D. Donc les gens, en fait, sur leur player, ils peuvent partager leurs émotions, ce qu'on appelle les feedbacks non verbaux. Donc on va pouvoir à un moment, alors c'est vrai que quand on est au théâtre, on va applaudir qu'à la fin. Là, je vais pouvoir, quand je l'active, partager mes émotions. On va mesurer les courbes émotionnelles en temps réel aussi sur l'interaction sur le programme. Je vais activer ou pas ma caméra. On a une petite animation, je peux activer ou désactiver ma caméra. À partir du moment où j'active ma caméra, je suis dans le live. On a une mosaïque intelligente qui va nous permettre forcément de faire passer les personnes, certaines les unes après les autres. Et donc, je vais pouvoir recréer une expérience. Et je parle bien d'expérience, parce que c'était l'objectif d'ici, c'est de se dire, on a de la prise de parole. C'est-à-dire qu'on peut être 10 000 dans le streaming, une personne qui lève la main, elle est identifiée, on peut la basculer en temps réel dans le live. Donc, il n'y a pas besoin de se connecter donc, c'est comme si on était sur YouTube et on peut basculer une personne en live. Et donc, on va rentrer dans une expérience, finalement, où l'idée, ça va être de donner la possibilité aux spectateurs à distance. Donc, on parle aux États-Unis de virtual seat, de sièges virtuels dans le sport. Ça a commencé à se faire connaître un peu dans le sport, ce genre de technologie, mais peu, finalement, dans le corporate et dans les événements. Et on se rend compte que la télévision, aujourd'hui, se dit, mais finalement, je peux avoir un public virtuel. Pourquoi mon privé? Maintenant, public virtuel, il ne faut pas qu'il soit statique. C'est pour ça que comment on fait pour créer un public virtuel interactif. C'est toute la complexité. Donc voilà, l'expérience, en tout cas ici, c'était ce qu'on a fait il y a 15 jours. C'était autour de mélanger donc, dans les modules d'AR, intégrer du public virtuel dans l'AR. On a intégré les émotions, surtout en XR. Donc on a commencé à mélanger. Ce qui est intéressant, c'est que nous, en fait, le monde de la technologie et du software, après la Covid, on se retrouve à merger avec le broadcast. Et nous, on rencontre des gens, on rencontre des studios, des professionnels de l'image, avec qui on n'avait jamais parlé il y a ne serait-ce que 2 ans de ça. Et là, ça devient un mélange qui est passionnant, quoi. On pourrait imaginer le Téléthon avec un appel aux dons, avec un clac, 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 et on comptabilise. Complètement, complètement. Aujourd'hui, alors nous, on a même été plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a toute l'interactivité, on l'a intégrée dans le stream. Pourquoi? Parce que le combat d'aujourd'hui, le combat de demain, c'est l'attention. C'est maintenir l'attention du spectateur. On parle de DIMAT, on parle de courbe d'attention. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans ma cuisine, je regarde un stream et on ne s'intéresse pas forcément à moi. Mais si je suis vraiment dans une session de sport et que l'interactivité vient à moi, que j'interagis, que je me vois, je vais être dans le réel. Alors, si vous regardez un journal télévisé, forcément, on ne va pas forcément vous demander votre avis. Ça va dépendre des programmes et on en revient à une chose qui est très claire, c'est le contenu, quoi. La clé, c'est le contenu. Et le contenu est clé. On peut avoir les meilleurs outils d'interactivité, les meilleures émotions, le meilleur studio. Si votre contenu n'est pas là, donc la clé, c'est le contenu. Moi, je pense que ça, c'est le voilà. Mais c'est toujours la même chose, hein. On peut aller voir un film au cinéma sur un grand écran avec une image mais superbe, une photographie superbe. Si l'histoire elle est naze et si les comédiens sont mal dirigés, au bout d'un quart d'heure, on dort. Alors, appel à action, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Il faut en profiter, ils peuvent y répondre. Ils sont 5 à pouvoir vous répondre correctement, parce que moi, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre correctement à la moindre question sur la XR. C'est simple, hein, vous avez partie chat sur le côté, vous posez vos questions. Vous nous dites si l'univers du broadcast vous intéresse toujours autant. Quelles sont vos questions? Profitez-en, on a encore un peu de temps pour y répondre. Moi, j'en ai une première. Messieurs, y compris notre ami distant, l'avenir du broadcast est-il hybride ou c'est déjà le cas? Qui veut commencer? PRG? Oui, je pense que l'avenir est dans tout ce qu'on voit qui apparaît maintenant, que ce soit en télé, en cinéma, sur tous les marchés, que ce soit la mode, etc. Parce que tous les marchés sont concernés par l'évolution de la technologie. Et je dirais que pour ma partie, la révolution maintenant, c'est qu'avant, on pouvait se contenter de faire marcher un certain type de technologie, de matériel, dire bon, on a fini notre boulot, à vous de jouer. Et maintenant, c'est complètement différent du
premier technicien jusqu'au dernier opérateur, on doit absolument comprendre les gens avec qui on travaille et qu'est-ce qu'ils font. Je prends l'exemple de Julien avec Unreal ou de Vincent avec ses applications. Si vous ne comprenez pas ce qu'ils vont amener en termes de soft, en termes de comment le faire, si vous ne comprenez pas comment les... Nous, avant, les caméras, ce n'était pas notre partie. On faisait des murs de LED et il y a des gens qui venaient filmer. Maintenant, si on ne comprend pas ce que ces gens-là viennent faire avec nous sur un projet quel qu'il soit, on a perdu. C'est trop complexe pour pouvoir éluder une certaine partie et se concentrer que sur sa partie. Ça ne marche plus. Et ça, c'est une vraie révolution pour nous en termes d'expertise aussi pour nos techniciens, nos opérateurs. On doit absolument avoir des gens qui ont plein de connaissances sur plein de sujets. Sinon, vous n'y arrivez pas, quoi. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que si on se place du côté de la création, ou en tout cas, voilà, si nous, on ne comprend pas les problématiques technologiques, on n'avancera pas. Mais aujourd'hui, de toute façon, quand on regarde la chaîne de fabrication, tout est imbriqué. Imaginons, je suis graphiste, je vais pondre un super décor. Si je ne dialogue pas avec les gens qui vont être les opérateurs et qui vont intégrer ce décor, je risque de me retrouver avec moi, j'ai fait un super décor, mais qui est tellement super que les moteurs, enfin les machines ne peuvent pas le digérer. Ouais. Donc il faut qu'il y ait une discussion. Ça, c'est un exemple. Ça enclenche tellement de corps de métiers différents où chacun est un élément indispensable. Mais c'est ce qui est intéressant. En tout cas, moi, je suis une buse en technologie, mais j'ai appris tellement de choses. Et en même temps, j'ai pu aller tellement loin grâce aux gens qui maîtrisent la technologie et qui maîtrisent la créativité. Quand on prend les JO, moi, je dis bêtement, on va faire une bulle posée au milieu de la baie de Tokyo. And so what? Voilà. Si derrière, il n'y a pas des gens qui vont se creuser la tête en me disant comment tu veux qu'elle soit, qu'est-ce que tu veux derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir comme mouvement de caméra, etc., on n'avance pas. Philippe, qui est caché dans Non, l'espace. je suis pas caché. Ouais, si, j'ai vu que tu étais cassé. Est-ce que l'univers des jeux vidéo, et je vais aller plus loin, le e-sport, c'est l'avenir du broadcast? Alors, l'avenir du broadcast, l'univers du e-sport vient à la diffusion auprès du grand public de plus en plus. Il y a de plus en plus de diffusion. Des gens comme Epic Games s'intéressent au broadcast. Epic Games qui est l'éditeur d'Unreal, le logiciel. Donc oui, il y a une forte relation entre l'e-sport, le broadcast qui va se développer de plus en plus. Maintenant, moi, je voudrais revenir sur un point qui est extrêmement important. Tout ça, ce n'est que de la technologie et qui doit être au service du contenu. Comme le disait très bien Didier, s'il n'y a pas de contenu derrière, il n'y a pas de public. Toute cette partie technologique ne fait que servir un propos. Et c'était, si on reprend le cas de TF1, c'était clairement la volonté de Johan Saillon, le directeur artistique, qui nous a fait confiance sur ce sujet-là, qui a exprimé ce qu'il voulait faire, apporter du dynamisme, des choses extrêmement punchy dans la réalisation avec Pierre-Dominique, le réalisateur de l'émission. Voilà. Et c'était en fait un outil à nous de comprendre, d'intégrer, de discuter, pour savoir comment on allait atteindre cet objectif en termes de volonté artistique, de volonté de réalisation, en mettant la technologie au service du propos. Julien, et oui. je fais juste un aparté pour compléter ce que tu dis, Philippe. C'est bien souvent, moi je le vois en tant que réalisateur, on a même des solutions et des idées qui émanent justement des gens qui sont les opérateurs. Et quand on va dire, tiens, j'ai telle idée, mais pourquoi tu ne ferais pas comme ça? Ou tiens, il existe ça. Et nous, d'un seul coup, boum, ça nous permet de remouliner et d'aller encore plus loin. Mais c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est devenu un vrai travail collaboratif à tous les niveaux, ce qui permet d'avoir une intégration complète en fait. On travaille vraiment main dans la main avec les réalisateurs, on connaît les spécificités de nos technologies, on sait ce qu'on peut en faire. Alors effectivement, on a une habitude de travailler sur différents types d'émissions, sur différents types de propos. Donc notre expertise et notre expérience fait qu'on peut remonter aussi des idées aux réalisateurs, aux producteurs,
Et en même temps, c'est une source de richesse infinie que d'avoir les idées des réalisateurs, des producteurs, et de se poser la question de savoir comment on va les mettre en œuvre. Et est-ce qu'on peut les mettre en œuvre avec l'état de l'art de la technologie? Et c'est ce qui challenge tout, en fait. Et la technologie avance aussi Exactement. grâce à ça. Dans les rêves du broadcast de demain, allons plus loin, on parle de téléportation. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est, Julien, Oui, mais déjà là? oui, c'est déjà là. Oui, ça s'est fait. Je crois que la première fois, c'était pour la Coupe d'Europe de Championnat football. d'Europe de foot, c'est C'était nous, sur c'est nous M6. qui l'avons fait sur M6. Ouais, Moi, je téléportais les joueurs du stade sur le plateau de sur le plateau. Gignola. Voilà. C'est un truc qui marche. Après, il y a des technologies qui sont vraiment novatrices. Alors, j'aime beaucoup le Sparkle, la possibilité d'avoir une interaction entre le téléspectateur et les personnes présentes sur le plateau. Il y a d'autres technologies qui commencent à voir le jour, c'est avoir une interaction avec des personnages en réalité augmentée. Il y a aussi quelque part l'incrustation sans fond vert qui avance un petit peu. L'interaction avec les personnages, c'est le fait de détecter votre talent, votre présentateur, de venir refaire ce qu'on appelle les bones, le squelette. Et à partir de là, le squelette interagit, il est en virtuel et il interagit avec les autres éléments virtuels. Il pourrait aller planter des graines, à partir du moment où il fait tel ou tel geste, déclencher des événements. C'est vraiment le virtuel et le réel vont commencer à se toucher, en fait. Plus être en surcouche pour l'AR, par exemple. On parlait tout à l'heure de téléphone. Est-ce que le broadcast, l'avenir du broadcast, c'est... Moi j'ai un vrai problème avec qu'est-ce que le broadcast, à part, une norme de Non mais diffusion. justement, est-ce que le broadcast aujourd'hui, Non, mais est voué? est-ce qu'on doit continuer à parler broadcast? Alors c'est la question que j'allais te poser. Moi, je pense que non. C'est En tout devenu un cas, mot générique. moi, j'ai 3 jeunes adultes chez moi. Broadcast, ils savent pas ce que c'est. Eux, un écran, c'est un écran. Hein. Une tablette, un téléphone, un ordinateur, la télé, exceptionnellement en cas de Est-ce qu'on veut grande voir plus grand? compétition sportive. Non, mais voilà, les modes de consommation ont complètement changé, donc c'est normal que la technologie aussi s'adapte à ça. Mais aujourd'hui, chacun est son propre programmateur. C'est fini l'époque où on se disait, mon Dieu, il est 20h, je vais louper les infos. On s'en fout. On est passé dans un autre monde. Donc, est-ce qu'on doit encore parler de broadcast? Moi, je ne crois pas. Je crois que ce qui est important reste... encore une fois, l'histoire qu'on raconte. On peut aller au cinéma voir des films qui ont été tournés à l'iPhone. Si l'histoire est belle, ça marche. Donc, broadcast, quand on regarde sur un téléphone, est-ce qu'on est broadcast? Je pense que c'est un faux débat. C'est-à-dire que le broadcast, on ne devrait même plus utiliser ce terme. Alors, je pense qu'on va me jeter des pierres, mais... Donc on va garder juste le fait que c'est diffusé à la télévision? Ouais, mais après, il reste deux mondes. Il reste le monde du live et le monde de l'enregistré, on va dire. C'est un petit peu aussi comme ça, des fois, que se découpent les choses. Nous, on a beaucoup à faire à des demandes en XR Studio. Donc, ce qui est live est différent de ce qui est enregistré. On le gère différemment. Donc, c'est peut-être un peu comme ça qu'on pourrait définir un petit peu maintenant le flux. Mais... Tu vois, c'est ce qu'on disait par rapport aux conventions, aux shows qu'il y avait avant la Covid. Aujourd'hui, la e-convention est devenue la norme. Parce que ça coûte moins cher, parce que tu peux faire du RSE avec en disant, regardez, nous on fait de la e-convention, les gens ils se déplacent plus, ils prennent plus l'avion, enfin, c'est devenu la norme. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de plateaux qui se sont développés sur Paris, parce qu'il y a un vrai marché, et en tout cas, les prestataires de services et les agences ont bien compris que ça c'était une source d'avenir. Et alors ça ne veut pas dire que les grands shows n'existeront plus, les deux existeront. Mais en tout cas, c'est une autre manière de communiquer. Et aujourd'hui, on a tellement l'habitude, tout le monde a été en télétravail, etc. On a tellement l'habitude de parler à la caméra de son ordinateur ou à son téléphone portable que
Même à la télévision, et j'en reviens à ce qu'on faisait nous pendant la période de confinement, quand on fait jouons à la maison, on nous dit non, les gens ne peuvent pas être chez eux, c'est pas broadcast, n'empêche qu'ils ont été chez eux, c'était broadcast, c'était devenu broadcast d'un seul coup et tout le monde était content. De toute façon, à partir du moment où tu ajoutes de la RA, même beaucoup de RA, la place premium, elle est devant l'écran, elle est plus elle est plus Nous, on s'est en live. depuis le début de l'année, on a dû faire, je sais pas, 150, 200 e-conventions, entre 1000 et 5000 personnes, 100% virtuelles. On est sur du 720, 1080p en fonction des gens. Et voilà, ce que tu dis, on n'avait jamais fait ça auparavant, quoi. Donc le format, enfin on parlait d'hybridation, alors nous c'est vrai qu'on est sur un côté plus live, moins broadcast, moins télé, mais pour nous l'hybridation c'est le format de demain, c'est-à-dire que je vais plus prendre l'avion, mon empreinte carbone, j'ai plus forcément envie d'aller à un endroit, j'ai envie pourtant de me sentir participant, j'ai envie de pouvoir interagir, je veux avoir cette sensation d'être présent. On est en train d'intégrer nous des avatars parce que les gens ne veulent pas forcément activer leur caméra sur un public virtuel, mais ils veulent être là en avatar et ils veulent pouvoir communiquer dans leur avatar sur un public virtuel, sur une convention, à la télévision, et ils veulent pouvoir prendre la parole. Donc, moi, je rejoins à fond sur le côté l'hybridation, elle est vitale. Le côté smartphone, faut que ça marche aussi bien sur smartphone, l'expérience soit aussi bonne sur ton téléphone, parce qu'aujourd'hui, tu vas aller à une e-convention dans le métro et c'est comme ça, quoi. Tu vas te poser dans un café, tu vas sortir ton smartphone, tu actives ta caméra, tu interagis, tu donnes ton avis, tu regardes le stream, tu t'attends une bonne qualité. Forcément, il y a de l'adaptatif bitrate en fonction. Les diffuseurs vont être obligés d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde quel est l'âge moyen d'un téléspectateur sur une chaîne comme France 3, un certain âge. Un certain âge. Et aujourd'hui, tout l'enjeu est justement de comment récupérer ces jeunes. Et les diffuseurs n'ont pas compris qu'ils ne les récupéreraient jamais, puisque c'est une autre manière de consommer, c'est une autre manière de vivre l'instant. Et si les diffuseurs veulent rester à niveau, non seulement ils vont devoir s'adapter en termes d'économie, puisque le linéaire n'est encore une fois plus dans la même économie qu'il y a quelque temps, mais en plus de ça, il va falloir effectivement aller chercher de l'hybride. Si on veut ramener des gens devant la télévision qui vivent d'autres expériences, il va falloir s'adapter au temps d'aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer demain que le match de rugby, avec l'intégration des joueurs en virtuel, on puisse cliquer sur l'image pour avoir les stats du joueur en question, qu'on puisse interagir en plus loin que ça encore? Oui, on peut imaginer ça. Ça se fait parfois en VR, où on peut choisir sa place dans le stade pour voir le match, ou alors presque incarner le joueur au milieu du terrain et voir d'où est venue la balle. Ça fait partie de toutes les nouvelles technologies, de tout ce qui se fait, ce qui apporte quelque chose. Parce qu'en fait, moi je me souviens, il y a 4 ou 5 ans, on parlait d'Unreal et on se disait « Ah, Unreal il va tout balayer ». Et il n'y aura plus de soft par-dessus, ce qu'on a, Zero Density, Pixotop. Et en fait, ce n'est pas le cas. Toutes ces surcouches logicielles apportent soit une simplification au niveau de la configuration, soit des fonctionnalités qui permettent d'interagir, d'enrichir. Ouais. Enrichissement. Philippe, toujours là également. Toujours là. Si je pose la question demain, pour vous, l'avenir je ne veux pas parler de broadcast, mais de contenu audio-vidéo, pour vous, c'est quoi? Alors, clairement, moi, je vais rejoindre les propos qui ont déjà été évoqués, c'est-à-dire que ça va être dans l'hybridation. Aujourd'hui, il y a une première phase avec le Covid où tout le monde est passé finalement au Zoom, quelque part, pour faire des mini-événements. Et puis maintenant, il y a ce besoin aussi d'un minimum de qualité, d'un minimum d'interactivité, des choses un peu plus évoluées. Et nous, c'est ce à quoi on est confrontés. Alors, régulièrement, avec des événements, des conventions qui sont tournées en virtuel, en semi-virtuel. Pareil pour les émissions. Si vous prenez Culture Box, très clairement, il y a une partie de plateau réel et une partie de plateau virtuel. Il y a vraiment, dans tous les métiers, on retrouve ce mix entre ces deux univers pour arriver à avoir une communication qualitative. Alors, un autre point aussi qui est intéressant quand on regarde le marché à l'heure actuelle, c'est que de toute façon, on n'a à peu près pas le choix. Aujourd'hui, les entreprises, si je prends des grandes entreprises de luxe par exemple,
on demande à leurs prestataires de s'inscrire dans leur propre démarche RSE. L'entreprise à laquelle je pense a demandé au groupe Publicis, au travers de la Content Factory, de revoir la manière de réaliser ses publicités, puisqu'elle trouvait un peu décalé dans le cadre de sa politique de RSE d'envoyer des équipes de tournage complètes en Afrique du Sud, d'avoir une empreinte carbone assez élevée pour finalement avoir une trentaine de secondes avec que quelques plans. Donc ils essayent de trouver des solutions alternatives, même dans l'environnement de la publicité. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Donc en résumant à tout le monde, l'avenir du broadcast au sens large, audio-vidéo, c'est hybride. C'est que quelle que soit la technologie, fond vert, écran LED ou ce qui viendra à terme, puisqu'on va imaginer que ce n'est que le début, c'est radieux l'avenir en fait. Tout le monde a sourire là. Pour vous. À partir du moment où on avance, où on crée, et quand je dis on crée, c'est pas seulement de l'artistique, c'est du contenu, que effectivement les technologies, en tout cas moi c'est mon point de vue de réalisateur, permettent d'aller encore plus loin, bien sûr qu'on est heureux. Et puis au moins on a de quoi s'amuser. Bon, bah, messieurs. L'intéressant, c'est de pouvoir intégrer tout le temps du réel dans le virtuel. Si on n'est que dans le virtuel, bon, ça a un certain intérêt, mais voilà. Si vous arrivez à intégrer du réel dans le virtuel, là, ça devient vraiment passionnant. Que ce soit des émissions, des personnages, des produits. On a vu tout ce qui se passe avec le métavers et les NFT. Et c'est tout le sujet, quoi, en fait. Et nous, c'est de fournir l'outil le plus parfait possible pour pouvoir intégrer du réel dans le virtuel. En fait, c'est ça le... Je suis super d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on voit Multicam Space, PRG, on a aussi ce monde, on parle que de métavers et normalement full virtuel. On a aussi aujourd'hui encore une maturité qui n'est pas là. Hein. C'est nouveau, c'est vraiment nouveau là. C'est sur un plateau, l'XR, la XR, ce que vous faites, ce que fait Multicam Space. C'est ce côté, ce mélange, ce croisement entre le réel et le virtuel, entre l'AR, l'interaction, la vidéo. On est quand même au croisement de quelque chose qui est encore nouveau. On est dans ce monde, pas encore ce monde complètement parallèle où je suis là en train de suivre mon avatar, quoi. Donc, d'ailleurs, on est assis sur des vrais fauteuils. Ce sont des vrais fauteuils, il faut le dire, hein, c'est important de les préciser. Merci messieurs, merci Didier, merci Laurent, merci Julien, merci Vincent, merci Philippe, même à distance. J'espère qu'on a au moins répondu à quelques questions. Il y a une deuxième conférence à suivre. Quittez pas, c'est de la XR. Cette fois-ci, on parle de la XR plus technique, hein, attention. Hein, parce que nous, on s'est amusé en fait avec le broadcast. Hein, on n'a pas que de vidéo et de contenu. Bonne suite, ne quittez pas, comme dirait l'autre, ça va suivre.